Longtemps annoncé, le programme d'assainissement pluvial a enfin démarré à Cotonou. La mairie a accueilli ce 21 avril le lancement officiel des travaux. À l'Assemblée nationale du Bénin, les députés ont adopté à l'unanimité le rapport d'activité au cours de la période allant du 1er octobre au 31 mars 2022 du président Louis Vlavonou. Détail à suivre dans cette édition. Et puis en interactualité, après sa victoire, le président français sortant a remercié les électeurs qui ont voté pour lui ce dimanche, non pour soutenir les idées qu'il porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision, un atelier de cadrage pour la mise en œuvre du e-justice, un système d'information global de toutes les procédures pénales et civiles et bien d'autres problèmes des justiciables. Il est l'œuvre du ministère de l'économie numérique et de la digitalisation. Suivons ici le reportage. Le Bénin s'apprête à mettre en œuvre le e-justice. Cet atelier de cadrage autour du projet réunit les différents ministères sectoriels pour définir ensemble le périmètre de cette mission et jeter les jalons pour sa réussite. Le e-justice, c'est la mise en place du système d'information global de gestion de toutes les procédures. Donc e-justice, c'est la connectivité, c'est l'interconnexion parce qu'il faut qu'on crée un réseau sectoriel, ce qui permettra d'adresser les questions d'interconnexion avec les autres secteurs. Donc ça fait 2 volets dans e-justice. 3e volet, ce sont les processus, les procédures, les transactions que nous allons maintenant dématérialiser. 4e volet, ce sont les équipements. Si aujourd'hui on n'a pas les ordinateurs, les terminaux qu'il faut, comment est-ce que les fonctionnaires et les travailleurs du secteur vont rendre les services publics aux usagers? Donc il faut vraiment moderniser également le parc. Et le dernier volet que je vois, c'est le volet compétences, bien entendu. Donc ces 5 volets me paraissent être le périmètre de e-justice. À travers le e-justice, le gouvernement veut mettre en place un système d'information globale renforcé qui permettra d'évaluer à temps réel les justiciables et permettre aux citoyens d'avoir ce qu'ils veulent dans le cadre de la justice au Bénin. Et restons avec le ministère du numérique et de la digitalisation. Le Bénin ambitionne de devenir dans les prochaines années un pionnier en matière d'intelligence artificielle. Le gouvernement, à travers le ministère du numérique et de la digitalisation, travaille au quotidien pour y arriver. Un atelier a démarré à cet effet à Cotonou. L'atelier porte sur la mise en place d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Le Bénin continue sa marche vers le développement du numérique. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Tout un dispositif est mis en place pour y arriver. Le ministère du numérique et de la digitalisation, ouvrière de cette initiative, se fixe des objectifs précis. Depuis 2016, plusieurs choses ont été faites dans le secteur. Nous sommes partis d'abord sur le déploiement d'infrastructures. Nous avons mis en place les plateformes. Beaucoup de e-services ont été développés. Vous voyez, tout ça mis en place a permis de créer au niveau de chaque sectoriel, au niveau de différentes structures, assez de données. Assez de données, des données pour lesquelles l'être humain ne pourra pas seul gérer ces données-là. Donc, comme vous savez, quand il y a des mégadonnées, il faut faire recours à l'intelligence artificielle. Alors, la vision du gouvernement a toujours été de faire du Bénin la plateforme des services. Nous voulons, le gouvernement du Bénin veut toujours être un leader dans l'intelligence artificielle à l'horizon de 2-3 ans, que nous soyons pionniers de l'intelligence artificielle. À cet atelier, nous avons diversifié. On a fait appel à Smart Africa, à l'Afria, nous avons fait appel à tout l'écosystème. On est allé vers les universitaires, on est allé au niveau de tous les sectoriels. Disons que c'est tout ce conglomérat-là d'intellectuels et de l'écosystème qui est rassemblé là aujourd'hui pour accompagner, faire des propositions concrètes. Le gouvernement a fait appel
au cabinet ANTA, qui est un référent dans le domaine, pour nous accompagner, disons, dans la définition de l'étude sur la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Alors c'est cet atelier-là que nous sommes venus lancer ce matin au nom de Madame la ministre du numérique et de la digitalisation. Booster le développement est la mission principale de l'intelligence artificielle. Et je l'annonçais en titre, séance plénière ce 21 avril à l'Assemblée nationale du Bénin. Devant ses pairs, le président de l'Assemblée nationale, Loïc Béounou-Vlavonou, a présenté son rapport d'activité au cours de la période allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Un rapport adopté à l'unanimité par les députés. Ici, le reportage. 6e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Loïc Vlavonou. Il est adopté à l'unanimité des députés ce jeudi 21 avril 2022 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement intérieur de l'institution. Le président Vlavonou a présenté son rapport allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. En ce qui concerne le travail législatif, au total, 91 dossiers sont inscrits au rôle des commissions permanentes au fond. De ces dossiers, 25 portent sur des projets de loi et des propositions de loi ou de résolution, et 38 concernent des décrets de ratification, de conventions de financement et 28 sont des pétitions. En somme, 15 dossiers ont été étudiés en commission. Au cours de la période sous revue, l'Assemblée nationale a tenu 18 séances plénières réparties en 2 sessions. Une session extraordinaire, la 3e de l'année 2021, et une session ordinaire, la 2e de la même année. Au cours de cette période, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs textes législatifs qui peuvent être regroupés en 3 catégories, à savoir 2 lois de finances, dont une rectificative, et 8 lois ordinaires, 2 lois portant autorisation de ratification. Poursuivant sa présentation, le président de l'Assemblée nationale est revenu en détail sur les activités d'administration et de gestion du Parlement. Il a également donné des détails importants sur les activités menées au plan externe. Au cours de la période de référence, 19 rencontres internationales ont été organisées par visioconférence auxquelles l'Assemblée nationale a pris part. À travers plusieurs députés, confère annexe 5. De plus, l'Assemblée nationale a enregistré des visites d'amitié et de travail du parlementaire camerounais et d'une équipe du Parlement panafricain. Les missions à l'étranger du président de l'Assemblée nationale. Au plan international, je n'ai effectué aucune mission au cours de la période de référence. Donc, pendant les 6 mois passés, je ne suis pas sorti officiellement du territoire national. Les missions des autres députés. La période de référence a enregistré la participation de 23 députés à 14 missions à l'extérieur, dont 9 statutaires et 5 non statutaires. La mise en service de la télévision Hémicycle est également incluse dans ce rapport. En ce qui concerne le projet de la télévision Hémicycle, dans le cadre de la poursuite des travaux de réalisation de cette initiative qui me tient particulièrement à cœur pour question de redevabilité, de transparence, je peux affirmer que le dit projet tire progressivement à sa fin. Au regard de l'indisponibilité, pour l'instant, du multiplex de TNT au Bénin, une page Facebook a été créée pour le lancement de la télévision et la diffusion des émissions produites. La dite page s'intitule Télé Hémicycle Bénin. Des négociations sont en cours avec des partenaires comme Canal+, pour porter la chaîne sur satellite en attendant
en attendant le multiplex TNT du Bénin. Et à l'issue de la présentation de ce rapport, les députés à l'Assemblée nationale apprécient, suivons-les. Ce rapport a l'allure d'un chef-d'œuvre. Enfin, est un chef-d'œuvre, mais qui a l'allure d'un rapport testament de référence. Vous n'avez pas parlé en détail de la gestion des ressources financières, comptables et matérielles dans la présentation. Et pourtant, ce rapport-là contient plusieurs pages qui étalent vraiment très clairement la gestion financière et comptable qui a été faite. Je me souviens, sous la 3e législature ici, on a failli me sortir de cette salle parce que j'insistais que le président inscrive la page de rapport de gestion et on n'en a pas eu plus d'une page, souvent. Mais ici, aujourd'hui, c'est étalé, complètement étalé. Et même sur la question de gestion des marchés publics, vous n'en avez pas parlé, mais tous les députés aujourd'hui ont l'information dans ce rapport du détail sur la gestion des marchés publics. Monsieur le Président, ça veut dire quand on n'a pas peur du contrôle, puisque vous le dites souvent, on étale tout. Et c'est ce que contient ce rapport. C'est un rapport osé. Monsieur le Président, avec vous et dans ce rapport, nous avons vu que le travail parlementaire est très assidu. Je n'ai pas besoin de rappeler ici les chiffres des dossiers qui ont été traités pour montrer que vous êtes un homme laborieux pour un parlement de parlementaires laborieux également, Monsieur le Président. Je voulais saluer en particulier votre dynamisme sur le plan international. J'ai commencé à acclamer ici dans la salle quand vous avez dit le positionnement de certains de nos collègues au niveau interparlementaire international. Tout ça pour montrer que la diplomatie parlementaire a beaucoup fonctionné, sans doute avec votre main forte. J'aurais souhaité que ça se poursuive ainsi, Monsieur le Président. Je m'en voudrais de terminer sans vous féliciter, Monsieur le Président, pour le suivi en direct, même si c'est en ligne, de tout ce que nous faisons ici désormais. C'est vrai, on nous suivait à travers la radio, mais pour cette fois-ci, en image, c'est-à-dire le web, télé, du Parlement. Je sais que c'est en votre actif. Vous vous êtes battu, vous avez tenu à ce que ce soit réalisé au cours de cette législature. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je voulais souhaiter vraiment que Dieu vous éclaire davantage et qu'il vous accompagne afin que notre Parlement soit toujours lumineux. Les habitants de la ville de Cotonou diront bientôt adieu à l'inondation. Longtemps annoncé, l'ambitieux programme d'assainissement pluvial a été lancé. La mairie de Cotonou a accueilli donc le lancement officiel de ce programme. Plusieurs infrastructures d'assainissement seront bientôt construites pour limiter les inondations dans certains quartiers de la ville de Cotonou. Le programme d'assainissement pluvial de la ville est mis en place pour apaiser les habitants de certains quartiers de Cotonou face à l'inondation. Il vise la réduction de la pauvreté par l'amélioration des conditions du cadre de vie des populations. L'objectif principal vise la réduction des inondations à Cotonou et par là même l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population cotonoise. C'est, Monsieur le Ministre, un programme éminemment social. Je me réjouis de la perspective d'un cadre de vie plus sain à Cotonou et de meilleures conditions de vie pour les Cotonoises et les Cotonois. C'est donc le lieu pour le conseil municipal et moi de remercier le président Patrice Talon, son gouvernement, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers qui appuient le PAPC. D'un coût global de 264 milliards de francs CFA financés par la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale et l'Agence française de développement, le PAPC permettra de construire 46 km de collecteurs primaires, 90 km de collecteurs secondaires, 49,5 km de voies supplémentaires à aménager. L'aménagement de 7 bassins de rétention d'eau. Ça nous évite des projets mal ficelés,
Ça nous évite surtout les éléphants blancs dont ce pays a été l'exemple sur plusieurs domaines et dans plusieurs secteurs. C'est vraiment avec beaucoup de fierté que devant vous, je vous prends témoin pour rendre hommage à cette ambition dont le Bénin bénéficie depuis 2016. Au terme du lancement de ce programme, la délégation s'est rendue dans le 10e arrondissement pour inaugurer le lancement proprement dit des travaux. Elle a également visité la base de l'entreprise HNRB en charge des travaux et située à Godome Magasin où les autorités ont constaté la diligence de l'entreprise à mettre toutes les dispositions en place pour la réussite des travaux. Vous avez bien constaté que la base vie est entièrement installée. Vous avez constaté que les travaux de préfabrication ont démarré. Quand vous viendrez dans quelques jours, vous verrez sur le site où nous avons été que les fouilles ont sérieusement commencé et que la mise en place des ouvrages en béton a également commencé. Et ouvrons la page internationale de cette édition, démarrant par le Mali. L'armée malienne a annoncé ce dimanche 24 avril la mort de 6 soldats dans 3 attaques simultanées de groupes terroristes ayant utilisé des véhicules bourrés d'explosifs contre 3 camps militaires dans le centre du pays. Des assauts revendiqués par un groupe lié à Al-Qaïda. Ces attaques ont fait 6 morts et 20 blessés. Au Mali, les camps de Sévaré, Bafo et Niono ont été visés simultanément par 3 attaques terroristes. L'armée malienne a annoncé ce dimanche la mort de 6 soldats, alors que 20 autres ont été blessés dans ces assauts revendiqués par un groupe affilié à Al-Qaïda. Le communiqué précise que ces groupes armés terroristes ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d'explosifs. Les FAMA auraient riposté après une explosion et des coups de feu entendus sur la base de Sévaré, dans la région de Mopti. Les djihadistes de la Katiba du Massina, un groupe armé dirigé par le prédicateur Peul, Amadou Koufa, ont revendiqué ces attaques dans un message audio en bambara, affirmant avoir frappé les 3 camps au même moment avec un intervalle de 5 minutes. La Katiba du Massina est subordonnée à Ihad Agdali, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans proches d'Al-Qaïda. Depuis 2012, le Mali est plongé dans une crise sécuritaire que le déploiement de forces étrangères n'a pas permis de régler. Partie du nord du pays, les violences djihadistes s'étendent désormais vers le centre et le sud. L'ouverture en Allemagne du procès pour crime contre l'humanité d'un Gambien suscite en Gambie l'espoir que justice sera rendue un jour pour les victimes des 22 ans de dictature de Yahya Jammeh. Mais ce combat reste loin d'être gagné, accusé d'avoir participé à 2 assassinats, dont celui du journaliste Deida Idara, correspondant de l'AFP à Banjul. Baye Loué doit être jugé donc ce lundi devant le tribunal allemand pour crime contre l'humanité, meurtre et tentative de meurtre entre 2003 et 2006. Ouverture du procès de Baylo en Allemagne. Le Gambien est accusé d'avoir fait partie d'un groupe de tueurs à gages ayant assassiné des opposants de l'ancien dirigeant Yahya Jammeh. Interpellé en 2021, il doit répondre devant le tribunal de crimes contre l'humanité, meurtre et tentative de meurtre commis entre 2003 et 2006. Il comparaît en Allemagne au nom du principe de compétence universelle permettant de juger différents crimes dans le pays, peu importe l'endroit où ils ont été commis. C'est un jour qu'on a attendu pendant 18 ans. Alors c'est un grand jour pour la justice que ma famille et moi on a commencé depuis 2004. Alors là, c'est le commencement d'un long chemin, parce que c'est seulement un des présumés. Il y a eu d'autres, et il y a le plus important qui est Yahya Jammeh, qu'on va faire tout pour qu'un jour qu'il soit derrière dans le tribunal. L'accusé aurait participé à 3 assassinats, estiment les procureurs, dont celui du journaliste et correspondant de Reporters sans frontières, Deida Idara. Il a commencé à dévoiler beaucoup de choses qui se passaient comme corruption, beaucoup d'autres choses. Alors ça a fâché et finalement on a menacé plusieurs fois. À la fin, ils ont tué.
Le procès se tiendra jusqu'en 2023 et pour l'ONG Human Rights Watch, il est le premier à poursuivre les violations des droits de l'homme en Gambie. 2 autres complices présumés de l'ancien dirigeant sont actuellement détenus à l'étranger. Yahya Jammeh s'est exilé en Guinée équatoriale depuis sa défaite à l'élection présidentielle en 2017. Après sa victoire, le président français sortant a remercié les électeurs qui ont voté pour lui ce dimanche, non pour soutenir les idées qu'il porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Reportage. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Et de son côté, après sa défaite au second tour de l'élection présidentielle française, la candidate d'extrême droite a promis de poursuivre son engagement pour la France et les Français. Je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. L'actualité en Ukraine à présent, la diplomatie américaine de retour sur le sol ukrainien. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, était en visite à Kiev ce dimanche. Il a annoncé le retour des diplomates de son pays en Ukraine et une aide de plus de 660 millions d'euros. De très hauts responsables américains en Ukraine ce dimanche. Le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, et le ministre de la Défense, Lloyd Austin, étaient à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky. C'est la visite de plus haut niveau des États-Unis depuis l'invasion russe. Ils ont annoncé le retour de leurs diplomates et une aide de plus de 650 millions d'euros. Pourquoi est-il essentiel que ces dirigeants viennent nous voir ? Je vais être pragmatique. Vous ne pouvez pas venir nous voir avec les mains vides en ce moment. Et nous ne voulons pas juste des cadeaux ou des sortes de cadeaux. Nous attendons des choses spécifiques, des armes particulières. C'est pourquoi je crois que nous devrions obtenir des États-Unis ce sur quoi nous nous étions mis d'accord, ou au moins une partie du paquet de l'armement pour l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes veulent mettre en place des couloirs humanitaires à Mariupol ce lundi pour évacuer la centaine de milliers de civils pris au piège de l'assaut russe. Ils vivent dans des conditions dramatiques. Le coordinateur de crise pour l'Ukraine des Nations Unies, Hamid Awad, appelle à une trêve immédiate dans cette ville portuaire. La vie de centaines de milliers de personnes est en jeu, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées, écrit-il sur Twitter. Ils doivent être évacués maintenant. Demain, ce sera trop tard. L'armée russe prétend avoir libéré Mariupol, presque entièrement sous son contrôle, mais selon Kiev, des combattants défendent encore le complexe métallurgique Azovstal. Ce dimanche, les orthodoxes célébraient Pâques. Vladimir Poutine a assisté à une cérémonie dans une église de Moscou. Côté ukrainien, la fête de la résurrection du Christ était sous le signe de la tristesse, 2 mois après le début de la guerre. Et c'est ici que prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et surtout restez fidèles au programme de Speedline Télévision.